Donc aujourd'hui, en ce dernier séminaire de la session d'automne, nous accueillons le professeur Florent Avellaneda, donc nouveau professeur au département d'informatique, qui va nous présenter une très belle thématique en apprentissage automatique, donc ce qui veut dire sous-domaine de l'intelligence artificielle, qui consiste donc à inférer des modèles à partir d'observations. Donc le titre de sa présentation est Utilisation de solveurs de contraintes pour inférer des modèles optimaux. Donc, je vais faire une brève présentation de Florent. Donc, il est professeur en ce moment au département d'informatique et chercheur en émergence au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie à Montréal. Avant ça, il était donc postdoc et chercheur au CRIM, un centre de recherche situé à Montréal, et donc à Toulouse, au CNRS à Toulouse. Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat de l'université d'Aix-Marseille. Donc, Florent travaille sur plusieurs thématiques, dont des thématiques liées à l'intelligence artificielle. Donc, je te laisse la parole, Florent. Merci. Ok, merci Fatia. Donc, je vais commencer. Je vais partager mon écran. C'est bon, vous voyez? Ok. Donc, le titre de ma présentation, oui, ça va être, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut inférer des modèles optimaux grâce à l'utilisation de solveurs de contraintes. Alors, le plan est le suivant. Je vais commencer par un contexte pour essayer de mettre les choses en place. Ensuite, je ne vous parlerai pas, au début, je ne voulais pas vous parler d'inférences d'automates optimaux, mais je n'aurai pas le temps, donc je vais sauter ça. Je vais directement vous parler d'inférences d'arbres de décision optimaux. Et je terminerai par de la factorisation de matrices booléennes. Et je conclurai. Alors, le contexte. Donc, le contexte dans lequel je me place, c'est le suivant. On imagine qu'on a une boîte noire, donc c'est-à-dire un système dont on ne connaît pas le fonctionnement. Par contre, ce qu'on sait de cette boîte noire, ce sont des observations. Donc, on peut observer ce qui se passe en entrée, observer ce qui se passe en sortie, et avoir comme ceci un jeu de données. Et donc, le but du jeu, c'est d'utiliser ce jeu de données pour créer des algorithmes, donc des algorithmes d'inférence, qui, à partir de ces observations, vont inférer un modèle. Et ce que l'on veut, c'est que ce modèle soit équivalent ou le plus possible, le plus proche possible de la boîte noire pour arriver à comprendre justement le fonctionnement de cette boîte noire. La problématique, ça va être comment choisir ce modèle. Et dans cet exposé, on va essayer de s'intéresser au meilleur des modèles. Alors, je dis meilleur des modèles, mais il va falloir le définir. Et donc, pour choisir un modèle, pour choisir le meilleur des modèles, il y a un principe très connu, c'est le principe de parcimonie, ou aussi connu sous le nom de rasoir d'Occam, qui nous dit que, donc la traduction, ça serait « les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité », ou on pourrait reformuler ça avec une formulation un petit peu plus moderne, qui dirait que parmi les théories concurrentes, il convient de choisir celle qui comporte le moins d'hypothèses. Donc, une formulation que moi j'aime bien, c'est celle-ci qui est plus explicite, qui dit que l'explication la plus simple d'un phénomène a plus de chances d'être exacte que des explications plus compliquées. Donc, on pourrait traduire ça par il faut garder les choses le plus simple possible. Alors, voici une petite illustration qui montre qu'en fait, on fait ça de manière intuitive dans la vie de tous les jours et que notre cerveau utilise ce principe de parcimonie de manière automatique. Donc, si je vous montre cette image et je vous pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière le tronc d'arbre, vous allez sûrement répondre, bah, c'est juste un chien qui se cache derrière l'arbre. Mais en fait, il existe une infinité d'explications possibles qui seraient tout aussi consistantes avec ce que l'on observe. En voici trois. Donc, la première solution, effectivement, c'est juste un chien, mais ça pourrait être deux chiens, l'un derrière l'autre, de sorte qu'on croit qu'il n'y en ait qu'un seul, ou ça pourrait être un chien volant avec le Père Noël sur son dos. Donc ici, les trois explications sont bien consistantes avec les observations. Par contre, de manière intuitive, on va plutôt pencher vers la première solution parce qu'elle est plus simple. Donc c'est exactement ça le principe de parcimonie. Donc si on essaye d'appliquer ce principe de parcimonie à l'apprentissage automatique, il faudrait donc choisir parmi un ensemble de modèles consistants avec les observations, le modèle le plus simple. Alors ici, il y a quelques notions à déterminer. Premier point, c'est un ensemble de modèles. Donc, il faut avoir un a priori sur le modèle que l'on veut utiliser.
Donc, un a priori du type, je veux inférer des arbres de décision, ou je veux inférer des automates, je veux inférer des graphes. Je dois avoir un a priori sur le type de modèle que je veux inférer. Le second point, c'est le modèle le plus simple. Donc, ici, il faut un critère de simplicité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la taille du modèle comme critère de simplicité. On va dire qu'un modèle, si un modèle est petit, il est plus simple qu'un modèle qui va être plus grand. Le dernier point, c'est au niveau de la consistance. Donc, dans le cas où on n'est pas dans des systèmes déterministes, donc lorsqu'on est dans des systèmes non déterministes, il faut définir la consistance. Ça peut être un petit peu compliqué, mais dans cet exposé, on va considérer qu'on est dans un système déterministe. Alors, voici une idée pour essayer une idée de comment est-ce qu'on pourrait formaliser ce principe-là d'une manière un petit peu plus formelle. Donc, on suppose qu'on a un ensemble d'observations S et un modèle M. Et donc, si on veut choisir le meilleur des modèles sachant les observations, on pourrait choisir le modèle qui maximise la probabilité de M sachant S. Donc, pour calculer ça, on peut utiliser le théorème de Bayes qui nous dit que ça, c'est égal à la probabilité a priori du modèle, multiplié par la probabilité de S si jamais on a le modèle M, divisé par la probabilité de S. Donc, pour la probabilité M a priori du modèle, on peut utiliser la théorie de l'information qui nous dit que si on modélise M sous forme de message et que le codage est optimal, donc on essaie d'être concis, dans ce cas-là, la probabilité de M, ça va être 1 sur 2 la puissance de M. Le second point, c'est la probabilité de S sachant M. Donc ça va être la probabilité d'observer les observations fois la probabilité que E soit accepté par le modèle. Donc ici, comme on est dans un cas où on est déterministe, donc la probabilité que E soit accepté par M, c'est soit 1, soit 0. Donc ce qu'on veut pour maximiser la probabilité de M sachant S, ça va juste être un modèle qui est consistant avec des observations. Et comme dans le P de S, M n'intervient pas, il faut juste maximiser P de M, c'est-à-dire avoir un modèle de taille minimale. Dans le cas déterministe, il faut juste trouver un modèle de taille minimale consistant avec des observations. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que généralement, ce problème-là, c'est un problème NP difficile. Alors, lorsqu'on a affaire à un problème qui est NP difficile, il y a souvent deux approches possibles. La première approche, c'est de se dire, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, donc on va utiliser des heuristiques qui vont essayer de trouver des solutions rapprochées en temps polynomial. Comme ça, je vais pouvoir traiter des gros jeux de données. Donc, l'approche heuristique, ça a beaucoup été utilisé, c'est encore beaucoup utilisé, surtout dans le passé, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les puissances de calcul qu'on a aujourd'hui, ni les techniques. Donc, on utilisait souvent des approches heuristiques dès qu'on avait affaire à des problèmes NP difficiles. Alors, les avantages des heuristiques, le premier point, c'est évidemment, ça va fonctionner avec des gros jeux de données. Donc, ça, c'est ce qu'on veut, ça, c'est très bien. Par contre, le point négatif, c'est que oui, ça fonctionne avec des gros jeux de données, mais en fait, ça nécessite de gros jeux de données. C'est-à-dire que si on ne donne pas suffisamment de jeux de données, alors les heuristiques vont produire des modèles de mauvaise qualité. Donc, on est obligé d'avoir de très gros jeux de données pour avoir des modèles de qualité. Les approches exactes, par contre, ça va être un petit peu l'opposé. Donc, le passage à l'échelle va être difficile. Si on a de très gros jeux de données, ça va être compliqué à traiter de manière algorithmique, donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Par contre, l'avantage, c'est que lorsqu'on a peu de données, alors on va quand même obtenir des modèles de bonne qualité. Donc, c'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle frugale, qui arrive avec relativement peu de données à obtenir des modèles de qualité. À noter que si on a peu de données, dans ce cas-là, le premier point est réduit, puisque si on a peu de données, c'est pas grave si on passe plus de temps à rechercher une solution. Donc, c'est un petit peu une approche qui va être complémentaire par rapport aux approches heuristiques. Alors, pour résoudre le problème des approches exactes, il existe plusieurs méthodes. Et donc, dans cet exposé, je vais vous montrer une approche qui consiste à utiliser des solvers SAT. Donc, des solvers SAT, c'est tout simplement des solvers qui vont permettre de résoudre des formules booléennes. Donc, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est exactement le problème SAT. Donc, on a le problème SAT
travaille avec des variables propositionnelles. Donc, des variables propositionnelles, c'est juste des variables booléennes qui peuvent prendre deux valeurs, donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Et on a des littéraux. Donc, un littéral, ça va être une variable booléenne ou sa négation. Et grâce à ces littéraux, on va pouvoir construire des clauses. Donc, des clauses, ça va être des disjonctions de littéraux, c'est-à-dire des ou de plusieurs littéraux. Donc, par exemple, pour que cette clause-là soit juste, soit vraie, il faut que V0 soit vrai, ou alors il faut que V1 soit faux, ou alors il faut que V2 soit faux, ou alors il faut que V3 soit vrai. Une fois qu'on a les clauses, on peut construire nos formules CNF. Donc, une formule CNF, ça va être une conjonction de clauses, c'est-à-dire un et de plusieurs clauses. Donc, pour que cette formule-là soit vraie, il faut que toutes les clauses soient vraies, c'est-à-dire que V1 soit vrai, ou V2 soit faux, ou V3 soit vrai. Et il faut également que V0 soit vrai, ou que V2 soit faux, ou que V3 soit faux, etc. Donc, l'avantage de cette formulation-là, c'est qu'on va pouvoir formuler n'importe quel problème qui est NP sous la forme d'une formule booléenne sous forme CNF comme ceci, le donner à un solver SAT, et le solver SAT va résoudre la formule de manière efficace. Donc l'avantage, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches sur les solvers SAT, et depuis environ une vingtaine d'années, il y a une compétition annuelle qui sert justement à voir quels sont les meilleurs solvers et à faire évoluer et faire progresser les solvers SAT. Et on voit ici que, au cours des années, les solvers SAT, effectivement, progressent de manière assez significative. Donc, au début, lors de la première année, en 2002, on voit que pour résoudre environ les 50 problèmes les plus simples, il fallait environ 5000 secondes, alors que maintenant, pour résoudre les 50 problèmes les plus simples, il faut juste quelques dizaines, peut-être centaines de secondes. Donc, on voit qu'il y a vraiment une amélioration qui a été faite au niveau des solvers SAT. Et donc, ça ouvre la porte pour essayer de s'attaquer à des problèmes qui sont NP difficiles et essayer de les résoudre en des temps raisonnables. Donc, pour cette raison, les solvers SAT sont maintenant utilisés dans beaucoup de domaines. La conception assistée par ordinateur, en vérification de modèles bornés, donc ce qu'on appelle le modèle checking, la vérification, la cryptographie, et je vais essayer de vous montrer ici qu'on va aussi pouvoir les utiliser en apprentissage automatique. Donc, je ne vais pas vous parler d'inférence d'automates optimaux, mais je vais directement passer à de l'inférence d'arbres de décision optimaux. Alors, le problème d'inférer des arbres de décision optimaux, c'est le suivant. En entrée, on imagine qu'on a des jeux de données sous forme tabulaire. Donc, on a un certain nombre de features d'entrée. Ici, on a les variables, est-ce qu'il pleut, est-ce que c'est lundi, est-ce qu'il fait chaud. Et en sortie, on aimerait savoir s'il faut prendre un parapluie ou non. Donc, le but du jeu, c'est de trouver un arbre de décision qui soit consistant avec les observations. Donc, voici un exemple d'arbre de décision qui soit consistant. On regarde si c'est lundi. Donc, si ce n'est pas lundi, c'est la ligne 1 ou 3. Dans ce cas-là, effectivement, il faut prendre, si ce n'est pas lundi, il faut prendre le parapluie. Si par contre c'est lundi, on peut regarder s'il fait chaud. S'il fait chaud, dans ce cas-là, il faut prendre le parapluie. S'il ne fait pas chaud, il ne faut pas prendre le parapluie. Donc ça, c'est consistant avec le jeu de données. Par contre, ça ne va pas être une bonne solution puisque, donc, comme j'ai montré en introduction, on va s'intéresser à des modèles qui sont les plus petits possibles car ils vont maximiser la probabilité que l'arbre de décision soit correct. Donc ici, il existe une autre solution avec un arbre de profondeur 1 qui consiste juste à regarder s'il pleut. Donc s'il pleut, on prend le parapluie. S'il ne pleut pas, on ne prend pas le parapluie. Donc, rechercher des arbres de décision optimaux, donc c'est pas nouveau, il a été montré que c'est un problème NP difficile. Et pour cette raison, la majorité des travaux s'intéressent plutôt à des heuristiques, donc C4.5, ID3, CART, etc. Et c'est que récemment où il y a eu certains algorithmes qui ont été proposés pour inférer des arbres de décision optimaux. Et il y a eu en gros deux familles d'algorithmes ou deux familles de problèmes. Le premier problème, c'est de s'intéresser à des arbres de décision qui ont un minimum de nœuds et qui permettent d'être complètement consistants avec le jeu de données.
Donc, on veut être consistant avec le jeu de données et on veut trouver un arbre de taille minimale. Donc, c'est un petit peu l'optique, ce qu'on va essayer de faire ici. Il existe une autre branche qui consiste au contraire à fixer la taille de l'arbre de décision qu'on veut inférer et à minimiser le nombre d'erreurs que l'on effectue. Donc ici, je vais vous présenter un travail que j'ai effectué qui consiste à trouver un arbre de décision qui soit consistant avec les jeux de données et de profondeur minimale. Donc je fixe la profondeur de l'arbre et ensuite je vais voir que lorsqu'on trouve une solution avec une profondeur fixée, on va aussi pouvoir minimiser le nombre de nœuds. Donc l'idée générale de la méthode, c'est de premièrement fixer la profondeur de l'arbre. Deuxièmement, on va supposer que l'arbre est équilibré, ou même il est parfait, donc il est complètement équilibré. Chaque branche a la même profondeur. Et pour terminer, on va utiliser un solver SAT pour assigner chaque exemple du jeu de données d'apprentissage dans une feuille de l'arbre sans que cela crée des conflits. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que comme la structure de l'arbre est fixée, il n'est pas nécessaire de l'apprendre. Donc comme il n'est pas nécessaire de l'apprendre, c'est une tâche en moins à faire pour le SAT solver et donc on va pouvoir trouver des solutions plus rapidement. Le second avantage, ça vient du fait qu'on suppose que l'arbre est équilibré, même l'arbre est parfait, et donc on va pouvoir utiliser un codage binaire tel que le codage, la sémantique du codage va indiquer la position de la feuille dans l'arbre. Alors on va essayer de voir ça sur un exemple. Donc on suppose qu'on veut inférer un arbre de décision de profondeur 4, comme ceci. Donc la structure de l'arbre est connue. Ce que l'on veut trouver, c'est les classes au niveau des feuilles et les features au niveau des nœuds internes. On va supposer qu'on a comme jeu de données ceci avec 4 features et 2 classes de sortie possibles. Et alors, ce que l'on fait, c'est qu'on va attribuer un nombre pour chaque feuille, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en binaire. Et une propriété intéressante des arbres parfaits, c'est que le codage de chaque feuille indique aussi le parcours qui a été effectué depuis la racine. Donc ici, si j'ai la valeur 0, 1, 2, donc 2 en binaire, ça veut dire aussi qu'on a pris au début le chemin 0 pour le 0, puis le chemin 1, puis 0. Donc ça pour n'importe quelle feuille. Donc ici 1, 0, 0, ça veut dire qu'au début on a choisi l'arc 1, puis 0, puis 0. Et donc on va utiliser cette sémantique pour arriver à propager des contraintes pour aider le solver SAT. Donc ce que l'on veut faire, c'est d'assigner chaque exemple. Donc chaque ligne ici, on va l'assigner dans une feuille. Donc pour pouvoir assigner un exemple dans une feuille, on va créer 3 variables booléennes pour chaque ligne, puisque chaque feuille est représentée par un codage qui tient sur 3 bits. Et donc, si on assigne une valeur 101, par exemple, pour la première ligne, ça veut dire que cette première ligne, ce premier exemple, est assigné à la feuille 101. Alors, évidemment, si cet exemple-là est assigné à cette feuille-ci, on va pouvoir en déduire certaines choses. La première chose qu'on va pouvoir déduire, c'est que comme on a dû passer ici par le premier arc et passer à droite, on sait que la feature qui est à la racine doit être vraie pour notre premier exemple. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être la feature 1 et ça ne peut pas être la feature 3. Donc c'est forcément soit F0, soit F2. Pareil pour le second nœud interne. Ici, au niveau de cette feature-là, l'arc qu'on a emprunté, c'est 0. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être F0 et ça ne peut pas être F2, et ainsi de suite. L'avantage du codage qu'on a effectué, c'est que même si on a des assignations partielles, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va placer A, mais le solver SAT a décidé d'essayer d'explorer la piste en mettant un 1 dans cette case-là. Donc, ça veut dire que cet exemple-là va être dans l'une de ces 4 feuilles, mais surtout, ça nous indique qu'on a pris le chemin au niveau de la racine, on a pris le premier arc. Donc, même si on ne sait pas exactement où sera le premier exemple, on sait d'ores et déjà que au niveau de la racine de l'arbre, la feature qui est présente, si on a un 1 ici, ça ne peut pas être F1 et ça ne peut pas être F3.
Donc, grâce à ça, ça aide beaucoup le solver SAT, puisque très tôt, il va pouvoir trouver des implications et des contradictions quand il va essayer de remplir ce fameux tableau de variables booléennes. Donc, c'est ça l'idée. Donc, évidemment, si on a ça marche pour toutes les assignations partielles. Donc, si on met 1, 0, ben, on va pouvoir déduire des choses sur la racine et sur le second nœud, etc. Donc, maintenant, si on veut coder les contraintes dans leur globalité, il nous faut 4 variables booléennes pour chaque nœud, puisque dans chaque nœud, on a une seule feature à représenter. Et on a 2 variables booléennes pour chaque feuille pour représenter la classe assignée à chaque feuille. Donc, les contraintes que l'on va générer, c'est les suivantes. Donc, les deux premières nous disent, donc la première nous dit qu'il faut au moins une feature dans chaque feuille. Et la deuxième contrainte nous dit qu'il ne faut pas plus d'une feature dans chaque feuille, dans chaque nœud, pardon. Les contraintes ici, donc ça correspond comme je vous ai montré, la propagation. Donc, si jamais on fait des assignations partielles au niveau des X, il va avoir des implications au niveau des features sur les nœuds parents. Et pour terminer, on indique que dans chaque feuille, il faut qu'il y ait des exemples qui appartiennent à la même classe. On ne peut pas avoir 2 exemples de classes différentes dans une même feuille. Maintenant, petite contribution supplémentaire. Au lieu de générer, donc comme ceci, de prendre l'entièreté des observations et de générer une très grosse formule SAT, ce que l'on peut faire, c'est de les générer de manière itérative. Donc, l'idée, c'est la suivante. On commence par générer juste les contraintes de la structure. Donc, les contraintes de la structure, c'est les deux premières contraintes. Donc, au niveau des features, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 fois la même feature au niveau d'un même nœud et pas plus d'une feature au niveau d'un même nœud. Une fois que l'on a fait ça, on va tourner dans une boucle while. On va essayer de trouver une solution qui satisfait les contraintes actuelles. Donc, évidemment, au début, ça va être assez facile. On va trouver une solution et on va vérifier si cette solution est correcte. Donc, est-ce qu'elle est consistante avec l'ensemble des jeux de données d'apprentissage? Si elle est consistante, ben on a terminé, on peut retourner l'arbre. Si ce n'est pas consistant, dans ce cas-là, on va sélectionner un exemple qui a mal été étiqueté et on va rajouter les contraintes pour le considérer et on va boucler jusqu'à ce que l'on tombe sur un arbre qui soit consistant avec les données d'observation. Évidemment, si au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne peut pas satisfaire les contraintes, ça veut dire qu'il n'existe pas de solution pour la taille, pour la profondeur d'arbre donné. Donc, on retourne qu'il n'y a pas de solution et on doit augmenter la taille de l'arbre. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait aussi minimiser le nombre de nœuds. Donc, pour être consistant avec ce que j'ai dit au début, donc j'ai dit que plus un arbre est petit et plus il a de chances d'être correct. Donc, si on a un arbre qui est parfait, il se peut qu'on ait trop de nœuds et qu'il y ait des nœuds qui soient redondants qu'on pourrait enlever. Donc, une manière de minimiser le nombre de nœuds, c'est de partir d'une solution d'un arbre complet comme ceci et de se dire que dans un arbre binaire, on a toujours cette formule-là qui est vraie, qui nous dit que le nombre de feuilles est toujours égal au nombre de nœuds internes plus 1. Donc, on peut réécrire la formule en disant que le nombre total de nœuds dans l'arbre, c'est le nombre de feuilles fois 2 moins 1. Donc maintenant, l'idée, ça va être, si on veut limiter le nombre de nœuds total, on a juste à ne pas utiliser des feuilles. Donc par exemple, si je veux pas plus de 11 nœuds, ben, je vais dire que j'utilise 5 feuilles. Donc si j'ai 5 feuilles, je devrais pouvoir trouver un arbre de décision qui aura 5 fois 2 moins 1, donc il y aura 9 nœuds au total. Donc si je trouve une solution comme ceci, donc là, ma formule, évidemment, n'est plus respectée parce que ce n'est plus un arbre binaire. Par contre, je peux facilement le transformer pour avoir un arbre binaire qui soit équivalent et qui respecte cette formule. Donc ici, ça revient tout simplement à effacer ce qui n'est pas nécessaire pour retomber sur un arbre binaire et donc pouvoir, comme ceci, limiter le nombre de nœuds. Donc si je veux limiter le nombre de nœuds de mes arbres de décision, j'ai juste à rajouter des contraintes qui m'empêchent d'utiliser certaines feuilles, donc limiter le nombre total de feuilles que je peux utiliser. Donc voici les résultats que j'obtiens. Donc je me compare par rapport à 2 algorithmes
DT1 et DT2. Donc DT1 et DT2, ils cherchent à trouver des arbres de décision consistants avec le jeu de données d'apprentissage et qui minimisent le nombre de nœuds. Et donc, je vais comparer ces deux algorithmes-là par rapport à mes deux algorithmes. Le premier qui consiste à juste minimiser la profondeur de l'arbre et le deuxième algorithme qui, en plus de minimiser la profondeur de l'arbre, va aussi minimiser le nombre de nœuds. Et voici les résultats que l'on obtient. Alors, le premier jeu de données, c'est le jeu de données Mouse. C'est un petit jeu de données qui a seulement 70 exemples. Et donc, le premier algorithme DT2 arrive à trouver une solution consistante avec le jeu de données d'apprentissage. Il faut environ 10 minutes. Cet algorithme 2 a été amélioré ensuite par l'algorithme DT1 qui utilise aussi des solvers SAT et qui trouve une solution en 13 secondes. Et donc, mes deux algorithmes ici arrivent à trouver une solution en quelques millisecondes. Donc, ça améliore encore d'un ordre de grandeur ce qui existe dans la littérature. Au niveau des jeux de données plus importants, donc le jeu de données CAR, par exemple, là, on a 1700 exemples. Donc, l'algorithme DT2 n'arrive pas à trouver de solution. L'algorithme DT1 n'arrive pas non plus à trouver de solution. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sélectionnent seulement 10% des exemples et ils essayent de trouver un arbre de décision qui soit consistant avec ces 10%. Donc, ils arrivent à trouver une solution en environ 11 minutes. Par contre, ils payent un prix au niveau de la précision, puisque comme ils n'ont pas utilisé la totalité des jeux de données, ils ont une précision qui est moindre. Donc, avec les approches que je vous ai présentées, on est capable de trouver une solution qui va être consistante avec l'ensemble des jeux de données d'apprentissage en quelques minutes. Et évidemment, comme on a utilisé l'ensemble du jeu de données d'apprentissage, on a une précision qui est meilleure. Alors maintenant, je vais vous montrer au niveau, plutôt que d'utiliser des jeux de données connus et réels, je vous propose une méthode ici pour essayer de quantifier un petit peu plus précisément la qualité des arbres de décision que l'on infère de cette méthode en générant des données aléatoires. Alors, le protocole qui est suivi, c'est le suivant. C'est on va générer de manière aléatoire des arbres de décision de profondeur 5. Et ces arbres de décision, on va les considérer comme des oracles. Donc, c'est directement les arbres de décision que j'aimerais retrouver. Donc, à partir de ces oracles, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer de manière aléatoire des entrées. Okay, donc, un jeu de données. Donc, de manière aléatoire, je tire au sort les entrées de l'exemple que je veux générer. Je vais me référer par rapport à l'oracle pour savoir quelle classe doit être étiquetée pour ce jeu de données d'entrée. Et grâce à ça, je peux générer des jeux de données de taille quelconque et je vais me servir de ces jeux de données-là pour inférer des arbres de décision en utilisant l'algorithme attesté. Ensuite, pour savoir si l'algorithme attesté a été efficace ou pas, je vais comparer l'oracle qui a servi à générer le jeu de données et je vais faire un test d'équivalence par rapport à l'arbre de décision qui a été inféré. Et donc, je vais considérer que l'algorithme que je teste a été bon s'il trouve un arbre de décision qui soit équivalent à l'oracle. Okay, donc, l'idée, c'est je commence de la solution, je connais la solution, j'utilise la solution pour générer des jeux de données de taille variable et j'utilise que le jeu de données que j'ai généré pour essayer de voir si je suis capable de retrouver l'arbre de décision qui a permis de générer les données. Et alors, les algorithmes qui seront évalués, ça va être l'algorithme populaire C4.5, ou plutôt son implémentation dans Weka qui est connu sous le nom de J48. Et je vais comparer ça par rapport à mes deux algorithmes, DT Deep et DT Size. Et voici les résultats que l'on obtient. Donc, en abscisse, on a la taille des jeux de données. Et en ordonnée, on a en pointillé le pourcentage de fois où, effectivement, l'algorithme a été capable de retrouver l'arbre de décision qui a permis de retrouver les jeux de données. Donc ici, on remarque que l'algorithme C4.5 en pointillé noir requiert beaucoup de jeux de données. Donc, même à partir de 3000 jeux de données, il n'arrive pas à 100%
à retrouver l'arbre de décision qui a permis de générer des données. Donc, il faut plusieurs milliers d'exemples dans le jeu de données pour pouvoir espérer trouver à tous les coups un arbre de décision qui soit correct et qui soit consistant avec l'oracle. Avec les approches qui consistent à trouver un arbre de décision optimal, donc en minimisant la taille, on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup moins de jeux de données. Quelques centaines suffisent pour trouver à tous les coups un arbre de décision qui soit consistant avec les jeux de données. Au niveau du temps, donc effectivement, c'est plus coûteux lorsqu'on essaie de trouver des arbres de décision optimales, et notamment lorsqu'on n'a pas suffisamment de données pour arriver à trouver la bonne solution. Par contre, un effet intéressant, c'est que si on donne suffisamment de données, dans ce cas-là, le temps va réduire et il va stagner. Donc, si on donne plus de jeux de données que ce qui est nécessaire pour trouver une bonne solution, ça ne va pas dégrader les performances. Et un résultat étonnant, c'est que donc, dans le cas où on essaie juste de minimiser la profondeur, on s'aperçoit que le temps n'est pas si mal que ça. On arrive même à être plus rapide que l'heuristique dans le cas où on a beaucoup de jeux de données. Donc là, c'est quand même un cas particulier où on a un problème qui est assez simple puisqu'on a seulement 10 attributs et 2 classes. Mais donc, dans des petits cas comme ça, il se peut même que des approches qui cherchent à trouver un modèle optimal soient plus efficaces qu'une approche heuristique. Donc ça clôt le chapitre pour inférer des arbres de décision optimaux. Donc maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre problème qui est la factorisation de matrices booléennes. Donc c'est une collaboration avec Roger Villemer et c'est un papier qui vient juste d'être accepté à EEEI donc en 2022. Donc le problème de la factorisation de matrices, c'est le problème suivant. Donc, étant donné une matrice, ici M, on souhaite trouver deux petites matrices AB, telles que lorsqu'on multiplie A par B, on retrouve à peu près la matrice M. Donc ici, si je cherche une factorisation de rang 2, ça veut dire que je veux trouver une matrice A avec deux colonnes, une matrice B avec 2 lignes, telles que lorsque je vais les multiplier, je retrouve à peu près ma matrice M. Donc, les contraintes que ça impose, c'est que, par exemple, si j'ai un 1 ici, ça veut dire que A0, 0 fois B0, 0 plus A0, 1 fois B1, 0 doit être à peu près égal à 1. Okay, donc, je peux généraliser ça pour un rang quelconque K. Et donc, ça me génère un ensemble de contraintes à minimiser. Alors, ce problème-là, il est très connu et il existe une solution classique pour le résoudre, c'est d'utiliser SVD. Et donc, voici une solution que SVD nous donnerait pour notre problème. Et on s'aperçoit que dans le cas ici d'une factorisation de rang 2, SVD n'est pas capable de nous trouver une solution exacte, donc il va nous trouver une solution approchée. Donc ici, il y a un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a quand même un manque d'interprétabilité. Il y a un manque d'interprétabilité puisque si je regarde que mes deux matrices A et B, j'ai du mal à comprendre au niveau des lignes et des colonnes qu'est-ce qui se passe. Donc, on va voir après que dans le cas booléen, ça va être plus simple. Donc, dans le cas d'une factorisation de matrice booléenne, l'idée, c'est la suivante, c'est de se dire on va remplacer le produit de matrice en se disant que le fois va être remplacé par un et, donc le et logique, et le plus va être remplacé par le ou logique. Et évidemment, donc, tous les valeurs de notre matrice et les valeurs de A et B seront des valeurs booléennes. Donc, le problème maintenant, ça va être si je veux trouver une factorisation de rang 2 sous forme de matrice booléenne, ça va me générer des contraintes sous forme de formule booléenne qui nous dit, par exemple, lorsque j'ai un 1, ça veut dire que j'ai A00 qui vaut 1 et B00 qui vaut 1, ou alors j'ai A01 qui vaut 1 et B10 qui vaut 1. Et lorsque j'ai des zéros, ça va expliquer une autre contrainte qui va être que j'ai A00, B0, pardon, j'ai A00 qui vaut 0, ou alors j'ai B02 qui vaut 0,
Et également, je vais avoir A01 qui vaut 0 ou B12 qui vaut 0. Donc, on voit que ça va générer des formules SAT. Donc, l'avantage de chercher des factorisations booléennes, c'est que maintenant, si j'essaye de trouver une factorisation booléenne pour le même exemple, dans le cas booléen, je vais arriver à trouver une solution exacte. Et en plus, ça va me donner une bonne interprétabilité au niveau de ma factorisation. Donc ça, c'est beaucoup utilisé. Ça peut être utilisé pour faire des systèmes de recommandation. Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Ça ne marche pas. Bon, tant pis. Donc l'idée, c'est de se dire, ma matrice ici, elle peut représenter des problèmes assez connus du type, chaque colonne va être un utilisateur et chaque ligne va être un item. Et donc, je vais avoir un 1 si l'utilisateur de la colonne a aimé l'item de la ligne. Donc, par exemple, ici, la première colonne nous dit que le premier utilisateur a aimé l'item 1, l'item 2, mais n'a pas aimé l'item 3. Puis le deuxième utilisateur, lui, il a tout aimé. Et le dernier utilisateur n'a pas aimé le premier item, mais il a aimé les 2 prochains items. Donc, l'avantage ici de faire une factorisation, c'est de se dire que l'utilisateur ici de la première ligne peut être représenté sous forme de groupe en disant qu'il appartient au premier groupe, mais il n'appartient pas au deuxième groupe. L'utilisateur 2, lui, appartient aux 2 groupes, et l'utilisateur 3 appartient au dernier groupe. Donc, on voit que le fait d'utiliser des factorisations booléennes, la solution trouvée de la factorisation va être interprétable et va nous permettre de classer les utilisateurs et les items sous forme de groupe. Ça peut être utile dans le cas où s'il me manque une valeur, donc si j'efface la valeur 1, j'essaie de trouver une factorisation, je vais trouver la même factorisation, ce qui fait que si j'essaie de remultiplier mes deux matrices, en les multipliant, ça va me remplacer la valeur qui était inconnue au milieu par une valeur E, et donc je vais pouvoir estimer que l'utilisateur 2 doit aimer la ligne 2. Donc, comme je vous ai montré, la transformation essayer de trouver une factorisation de matrice booléenne, ça peut s'écrire assez simplement sous forme de contrainte SAT. Okay, donc, les 1 vont impliquer des contraintes au niveau de la ligne, des lignes et des colonnes. Les 0 vont aussi imprimer des contraintes. Au niveau des 0, ce n'est pas exactement des formules CNF, puisque les OU et les ET sont inversés, mais on peut facilement réécrire la formule en rajoutant des variables pour le mettre sous la bonne forme et pouvoir donner ça à un solver SAT. Donc, voici ce qui se passe si on fait ça. Donc on prend un jeu de données. Donc, ici, c'est le jeu de données Zoho qui a environ 1000 lignes et 28 colonnes. On formule le jeu de données, donc le problème de la factorisation de matrices booléennes sous la forme d'une formule SAT, et on donne ça à un serveur SAT. Donc ici, il y a 2 formulations. La formulation que je vous ai montrée et une formulation qui fait de la breaking symétrie, donc qui enlève la symétrie. On peut ajouter des contraintes pour éviter d'avoir des solutions qui soient symétriques pour aider le solver SAT. Et donc, on s'aperçoit que ça marche pour des petits jeux de données. Et ici, exactement, pour le jeu de données Zoho, le solver SAT nous dit qu'il n'existe pas de solution jusqu'à des factorisations de rang 24. Par contre, pour rang 25, il existe une solution. Et donc, évidemment, comme il existe une solution, ça va être plus rapide de la trouver que de prouver qu'il n'existe pas de solution. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, on s'aperçoit que ce qui nous intéresserait, ce serait plutôt de dire on veut trouver une solution de rang, mettons, 10, et on veut minimiser le nombre d'erreurs. Donc, une façon de faire, ça serait de se dire, plutôt que d'utiliser un solver SAT et de trouver une solution exacte, ça serait d'utiliser un solver MaxSAT. Donc, MaxSAT, ce que ça fait, c'est que ça va essayer de résoudre la formule SAT et ça va essayer de maximiser un ensemble de clauses qui sont considérées soft, donc des clauses souples. Et les clauses souples, on veut juste maximiser le nombre de clauses qui sont vraies. Donc, si on va rajouter les clauses CIJ, donc on veut essayer de maximiser le nombre de CIJ qui sont vraies.
et en rajoutant nom de CIJ devant chacune de nos contraintes. Donc, chaque fois qu'on va mettre CIJ à faux, ça veut dire qu'on a effectué une erreur et que l'élément IJ en question n'a pas été classé correctement. Évidemment, ce qu'on veut, c'est classer un maximum d'éléments. Donc, si on fait ça et on donne ça à un solver SAT, à un solver MaxSat, on s'aperçoit que ça ne passe pas du tout à l'échelle. On arrive à trouver une solution pour un rang 1. Par contre, si on essaye de trouver une solution pour un rang 2, ben, ça ne marche pas. J'ai laissé l'ordinateur tourner pendant plusieurs jours et on ne trouve pas de solution. Donc vraiment, là, il faut trouver une autre solution, améliorer les choses, parce que tel quel, on ne trouve pas de solution. Donc l'idée pour passer à l'échelle, c'est de passer par ce que j'appelle des undercover factorisation. Donc un undercover ou une sous-couverture, on va dire qu'une matrice M' est une sous-couverture d'une matrice M. Si pour chaque élément 0 dans M, ben, on a aussi un élément 0 dans M'. Donc, une autre façon de dire, c'est de dire que M' ne se trompe pas sur les zéros. Donc, lorsqu'il y a un 0 dans la matrice à faire l'undercover, ben, on va aussi avoir un 0. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de couvrir un maximum de 1. Donc, on ne va pas pouvoir tous les couvrir, mais on va essayer de maximiser le nombre de 1 que l'on va couvrir. Et donc, on va dire que AB est un optimal K undercover. Si A et B sont de rang K, si quand je fais A fois B, c'est bien une sous-couverture de M, et s'il n'existe pas d'autres solutions de rang K qui couvrent plus de 1. Donc, en gros, c'est A et B, ça va être la factorisation de rang K qui permet de couvrir un maximum de 1 et qui ne se trompe pas sur les zéros. L'avantage de ça, c'est que, premièrement, ça va être plus simple au niveau des formules, mais surtout, on va pouvoir utiliser une approche itérative en disant que si je ne me trompe pas sur les zéros, c'est pas grave, je peux toujours essayer de trouver par la suite une seconde factorisation et les merger entre eux pour converger vers la solution. Lorsque je me trompe sur un 0, en fait, on n'arrive pas à corriger l'erreur après, alors que lorsque l'on se trompe sur les 1, on aura toujours le temps de couvrir le 1 en question d'une autre manière. Donc, si on fait ça, donc maintenant, il n'y a que les contraintes sur les 1 qui sont soft. On s'aperçoit que ça marche un petit peu mieux. Donc, on est capable de trouver des sous-couvertures de rang 1, 2 et 3. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, l'astuce et la contribution principale qu'on a fait avec Roger, c'est de se dire, il faut que je vous explique un petit peu le fonctionnement des solvers MaxSat pour vous expliquer l'optimisation. Donc, les solvers MaxSat, ils fonctionnent de la manière suivante. Initialement, donc, on a un coût qui est 0. Donc, le coût, ça correspond au nombre de clauses soft qui ne sont pas respectées. Donc, on a phi la formule, S qui est l'ensemble des soft clauses. Et ce que l'on fait, c'est on commence par essayer de résoudre le problème en disant je veux résoudre à la fois la formule et à la fois tous les clauses soft. Si on trouve une solution, évidemment, on a fini. Si on ne trouve pas de solution, on va chercher un unsat core, c'est-à-dire un ensemble minimal de clauses qui sont soft et qui ne peuvent pas tous être résolus en même temps. Donc, si on ne peut pas tous les résoudre en même temps, on va tout simplement tous les enlever puisqu'on n'arrive pas à les résoudre. Et on va rajouter la contrainte de dire on veut tous les résoudre, donc tous les rendre vrais, sauf une, parce que évidemment, je sais qu'ils ne peuvent pas tous être satisfaits. En contrepartie, je vais incrémenter le coût en disant OK, je sais, je vais faire au moins une erreur. Et j'ai juste à tourner comme ça dans ma boucle while jusqu'à tomber sur une assignation qui soit correcte. Et évidemment, la chose qui est coûteuse ici, c'est les appels SAT, puisque à chaque tour de boucle, je fais un appel SAT et ça peut être coûteux. Donc l'idée, ça va être de réduire le nombre de boucles nécessaires et commencer à un coût qui n'est pas 0, mais qui est un coût qui est déjà proche du coût réel. Et pour faire ça, donc je saute sur le fonctionnement du solver MaxSat. Donc pour faire ça, l'idée, c'est de se dire, si je veux faire une couverture de rang 1 et que j'ai 1, 0, 1, donc si je veux couvrir ça, le fait qu'il y ait un 1 ici implique que j'ai un 1 ici et un 1 ici. Si je veux couvrir le second 1, ça implique que j'ai un 1 ici et un 1 ici. Et donc, forcément, ça va impliquer un problème, c'est que ce 0-là
sera couvert par un 1 et je ne peux pas faire des erreurs sur des zéros. Donc ici, j'ai un problème. Et en fait, on peut généraliser cette observation en disant que chaque fois que je trouve un ensemble de 1 qui sont tous 2 à 2 incompatibles, je sais que je vais pouvoir encourir au maximum k, k étant le rang de ma factorisation. Et donc, je peux utiliser ça pour simplifier ma formule, dire que chaque fois que je trouve des ensembles comme ça, 2 à 2 inconsistants, ce que je fais, c'est que je vais les retirer et je vais rajouter des contraintes qui me disent que je veux en satisfaire juste au plus k et j'incrémente le coût de le nombre de i moins k. Donc, grâce à ça, je ne pars pas de 0, mais je pars d'une valeur plus haute que ça. Et donc, si on fait ça, on s'aperçoit que on est capable de trouver beaucoup plus rapidement des solutions grâce à cette technique. Alors, je m'aperçois que je suis à court de temps, donc je vais aller un petit peu plus vite, mais je suis quasiment à la fin. Alors, passage à l'échelle. Donc, l'idée, une fois qu'on a ça, c'est de se dire, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que c'est quand même assez coûteux. Par contre, faire des sous-couvertures de rang 1, c'est assez rapide. Donc, l'idée, c'est de se dire, pour trouver une factorisation de rang k, je vais faire k factorisation de rang 1, puis je vais les combiner entre elles. Okay, donc, pour faire ça, on va dire que donc, deux matrices AB forment des blocs optimales k undercover. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai une factorisation AB, si je considère toutes les lignes et les colonnes, je m'aperçois que je ne peux pas les améliorer en faisant une 1 sous couverture. Et le fait d'avoir quelque chose comme ça qui ne peut pas être amélioré localement, on a prouvé que c'est une 2 approximation. Pardon, un demi-approximation. Ensuite, pour initialiser, ce que l'on peut faire, c'est de ne pas commencer avec une matrice où il n'y aurait que des zéros, mais c'est de commencer par une matrice, faire une petite heuristique pour commencer. Donc, je vous montre l'heuristique. Donc, l'idée, c'est de se dire, on commence par sélectionner un 1 au hasard, et si je sélectionne ce 1-là, ça va impliquer que tous les zéros qui se trouvent sur la ligne et tous les zéros qui se trouvent sur la colonne ne peuvent pas faire partie de ma solution. Donc, je vais pouvoir diminuer la taille de ma matrice que je veux factoriser. Une fois que j'ai ma matrice réduite, je n'ai plus qu'à faire appel à mon 1 undercover pour trouver une solution. Et cette solution-là va impliquer une solution pour ma ligne et ma colonne. Et l'idée, c'est de répéter ça. Donc, grâce à cette 1 undercover, ça permet de couvrir ces 3 1-là. Donc, j'ai juste à les retirer. Je sauvegarde ce que j'ai trouvé et je continue avec un autre 1 pour trouver une autre solution, une autre 1 undercover. Donc là, je la trouve, j'enlève les 1, je fais ça une dernière fois, je trouve une solution, je les enlève et donc là, j'ai une solution initiale. Et une fois que j'ai cette solution initiale, j'ai plus qu'à l'optimiser en faisant des 1 undercover au niveau de chaque ligne et chaque colonne. Et donc, voici les résultats que l'on obtient. Donc, les résultats qu'on obtient, c'est ici nos 3 algorithmes. Donc, Fast Undercover, c'est l'algorithme que je vous ai montré qui permet de vite trouver une solution. Et OptiBlock qui permet de trouver une solution qui soit bloc optimal, mais qui part de 0. Donc, qui part de matrices AB qui valent 0. Ou OptiBlock étoile qui commence par faire une Fast Undercover, puis qui va améliorer localement jusqu'à pouvoir garantir que c'est bloc optimal. Et donc, ce qu'on en voit, donc on s'est comparé par rapport à tout un tas d'algorithmes, à la fois des algorithmes qui cherchent aussi des undercover, ou des algorithmes qui cherchent à faire juste des factorisations de matrices, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent se tromper, qui s'autorisent à se tromper également sur des 1 et également sur des 0. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos algorithmes permettent de trouver des meilleurs résultats en général par rapport aux autres algorithmes connus. Et au niveau des temps, donc Fast Undercover est très rapide, c'est quasiment le plus rapide par rapport aux autres. Si on part de 0, là, c'est assez lent. Par contre, OptiBlock étoile qui consiste par faire l'heuristique pour avoir une solution rapidement, puis optimiser localement, à la fois, ça va améliorer au niveau du temps, et en plus, ça va améliorer au niveau des solutions en trouvant des solutions qui, généralement, sont meilleures que les solutions existantes. Donc voilà, j'ai terminé. Donc pour conclure, donc je ne vous ai pas parlé d'inférence d'automates optimaux. Par contre, on a vu qu'on peut utiliser des solvers SAT pour trouver des arbres de décision optimaux, ou encore utiliser des solvers MaxSAT
pour trouver des matrices booléennes de bonne qualité. La conclusion à tout ça et à cet exposé, c'est que l'utilisation des solveurs de contraintes ouvre la porte à l'inférence de modèles optimaux. Et l'inférence de modèles optimaux s'avère être une approche complémentaire aux heuristiques classiques qui permettent de trouver des solutions de bonne qualité lorsqu'on a peu de données. Donc, c'est quelque chose d'intéressant lorsqu'on est dans des situations où on a peu de données par rapport à une utilisation classique d'heuristique. Et voilà. Merci. Merci, Florent.